Bonsoir Karima et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Bonsoir. Donc toi, tu es députée européenne Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission de transport au Parlement européen. Donc c'est un Mhm. sujet qui va être qui est au cœur des problématiques depuis de nombreuses années, mais qui avec la crise va être encore plus important. Moi, ma première question, elle est assez directe. C'est depuis le début de la crise, on a entendu Emmanuel Macron qui parlait beaucoup de se réinventer. On a entendu beaucoup de concepts qui étaient notamment utilisés par la gauche, les écolos depuis des années. Et pourtant, le mot écologie, il est peu apparu dans le discours des ministres ou du président. On a beaucoup parlé de relance, de réindustrialisation. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'on n'est pas quand même en train de reproduire les erreurs du passé dans ce qu'ils veulent construire dans le jour d'après? Je pense que totalement, on n'a pas compris au fait que ce n'était pas une relance ou une refondation dont on avait besoin. C'est une véritable rupture. Pourquoi? Parce que notre économie, elle a été basée notamment sur la croissance. Mais la croissance de qui et de quoi? La croissance déjà de ceux qui avaient déjà beaucoup. Quand on regarde les 1% au niveau mondial, voire au niveau européen, c'est quand même dingue que même dans les temps de crise, ce soit toujours les mêmes qui s'enrichissent. Alors que nous, ce qu'on demande avec la rupture, c'est une vraie répartition. Ensuite, une croissance qui a détruit énormément. Une croissance qui nous dit que le réchauffement climatique est là et pourtant nous avons des ressources limitées. On ne pourra plus construire, on ne pourra plus consommer, on ne pourra plus quasiment penser demain sans prendre en compte les ressources limitées de la planète. C'est pour ça que nous ne nous appelons pas à une relance ou une refondation qui sont toujours basés sur les mêmes indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs PIB, qui enrichissent toujours les mêmes. Il faut changer d'indicateur et il faut mettre l'humain et la planète au cœur de nos dynamiques. C'est la raison pour laquelle nous, on est pour les indicateurs autres, ce qu'on appelle les indicateurs du bien-être. Ça permet de réconcilier et ensuite de penser notre économie, de penser notre façon de produire, de penser notre façon de consommer totalement autrement. Et à ta question, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, quelle déception on peut avoir, en fait, parce que le Covid-19 nous amène plus à réfléchir sur, parce que je vois toutes les propositions, alors il y a le monde d'après, tout le monde est en train d'inventer plein de choses pour demain. Mais le problème que tout le monde ne réalise pas, c'est que la société écologique et le monde de demain, il est en train de se faire déjà. Il y a plein de belles initiatives, il y a plein de gens, même de politiques, qui ont les solutions. On ne va pas réinventer la poudre à chaque fois. Il faut juste du courage politique. Et un des grands courages politiques qu'il faut avoir, c'est qu'on ne pourra pas faire d'écologie si on ne règle pas la question de la justice environnementale en même temps que la crise sociale. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes qui subissent ce que moi j'appelle l'effet qui se coule, le dérèglement climatique et ensuite les inégalités. Et notamment, en France, on ne parle pas assez des classes populaires. Et donc, c'est pour ça que moi, je défends le concept d'une écologie populaire parce que je crois qu'on est majoritaire. Et ensuite, il faut qu'on arrête de jouer avec l'écologie. Vous savez, il faut se rappeler, hein, c'était pas il y a un siècle, mais en 2007, on a eu le Grenelle de l'environnement qui avait sorti des propositions extraordinaires, même pour le fret. On avait dit en 2014, nous allons atteindre plus de 15%. Aujourd'hui, on n'est toujours pas au niveau. Ensuite, donc, on a eu Sarkozy. Ensuite, on a eu M. Hollande qui nous a fait des conférences environnementales, qui a martelé que la France serait l'excellence environnementale euh, au niveau au moins européen. Et on a eu les accords de Paris. Donc, les accords de Paris, c'est un immense succès diplomatique, mais concrètement, on n'est même pas capable de les appliquer. Donc là, il y a un problème. Et quand on regarde l'ensemble des mesures qui n'ont pas été prises par la gauche, moi, je suis très fâchée. Et ensuite, on a M. Macron. M. Macron, il arrive, hop, on fait la leçon aux États-Unis, on dit Make our planet great again. Vous allez voir ce que vous allez voir. L'écologie, j'en fais mon étendard. En février dernier, il était à Chamonix pour se rendre compte, oh là là, qu'il y avait du réchauffement climatique. Oh, comme si, depuis les années que les preuves scientifiques sont là, que les experts nous le disent, il faut aller voir fondre la mer de glace à Chamonix pour se rendre compte qu'il y a une fonte des glaces, qui est quand même assez extraordinaire. Et ensuite, on a eu dans cette mandature quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a eu beaucoup d'images, beaucoup de mots, mais l'action, il n'y a pas d'action. Et moi, j'enrage sur ça, parce que je pense que la France peut être un des grands moteurs sur la transition et elle pourrait le porter au niveau européen. Mais quand je regarde, nous sommes toujours
en train de non appliquer la directive de la qualité de l'air, la pollution de l'air. C'est la maladie du 21e siècle. Et on le voit avec le coronavirus, parce qu'on lui dit le coronavirus, mais attention à la pollution de l'air, cette maladie invisible qui fait quand même 67 000 morts prématurées en France. Eh bien, on ne respecte pas la directive. Ensuite, on dit, vous allez voir, avec contre Bolsonaro, on va montrer des muscles avec le traité de libre-échange, mais on est toujours en train d'apporter l'huile de palme d'un l'autre bout de la terre pour Monsieur Total, notamment dans le sud de la France. Et je pourrais vraiment cumuler. Alors, le truc qui m'a fait un peu aussi, je ne dis pas rire parce que ça m'inquiète, mais par exemple, l'interdiction des plastiques en France, on nous dit que c'est 2040. Non, mais on a le temps de créer d'autres océans de plastique, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on se lève. Et c'est là où je pense qu'on a quelque chose tous à jouer. C'est que la prise de conscience, l'opinion publique, qui vient de cette jeunesse et qui est dans la rue, et qui ne nous dit pas bravo, elle n'attend pas des politiques qu'on lui dise bravo, continuez vos manifs. Elle dit vous êtes responsable, maintenant il faut agir. Agir, ça veut dire quoi? Agir, c'est avoir le courage de prendre des décisions à la hauteur des enjeux avec cette perspective. Nous avons 10 ans pour retourner la courbe des températures. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire, on sait les secteurs créateurs d'emplois, mais en plus bons pour le bien-être des gens. Parce que la bataille du climat, c'est aussi la bataille de l'emploi. Ce sont des choix qu'il faut faire et retravailler, notamment notre prospective. La prospective, c'est la politique industrielle. Moi, je suis un peu effarée qu'on voit, par exemple, des lobbyistes faire la loi. Je crois que la démocratie, nous, représentants justement des citoyens, quand je vois que cette lettre du MEDEF et qui dit « arrêtez la politique environnementale », mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que des intérêts privés viendraient nous dire ce qu'on doit faire sur l'intérêt général, c'est-à-dire la santé de tous, le bien-être de tous. Je crois c'est pas possible. Donc maintenant, ce qu'il nous faut dans les années à venir, je dirais, une des grandes idées du monde d'après, il faut un lobby citoyen qui soit aussi fort que les lobbies industriels, qui, eux, si on ne les matraque pas, risquent de faire leur loi. Tu parlais qu'il fallait de l'action et des choix de rupture. Il y a un secteur qui a quand même cristallisé beaucoup de regards et beaucoup de colère, c'est le secteur aérien. Alors bien évidemment, on ne parle pas des salariés, mais Bruno Le Maire, c'est une première, a dit on va interdire certaines liaisons aériennes. En fait, quand on voit dans le détail, on s'aperçoit que c'est peut-être 3 voire 4. Et qu'en parallèle, Air France continue à relancer, par exemple, la liaison, une des premières liaisons qui a été relancée, c'est Paris-Bordeaux. Ce qui est fou parce qu'on a l'équivalent d'entrée en 2 heures. Donc c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi aujourd'hui les solutions pour encadrer ce secteur qui est polluant? Et tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a des inégalités. Et ce sont les riches qui aujourd'hui majoritairement prennent l'avion et qui polluent le ciel de tout le monde. Donc comment on fait pour empêcher ce désastre? Alors très simplement, on va toujours vous dire, mais l'aviation, vous inquiétez pas, c'est que 2% des émissions à l'échelle mondiale. Mondiale. Quand vous faites le calcul au niveau français et au niveau européen, la part est plus importante. C'est le seul secteur qui ne paie pas d'impôts. C'est quand même dingue. Quand vous prenez votre voiture, vous payez une taxe sur le carburant. Pourquoi l'aviation ne ferait pas pareil? Moi, je me bats pour une taxe kérosène dont la répartition serait une partie aille à la relance notamment du train, la mobilité urbaine et dans les zones rurales, et aussi un petit fonds d'adaptation pour les routiers. Parce que les routiers, c'est vrai que on a tendance à dire qu'ils polluent, mais en même temps, ils sont en train de s'adapter sur d'autres secteurs pour aider aussi, notamment dans ce qu'on appelle, pour les techniciens, le transport combiné pour aider le fret de demain. Donc, vous voyez, il doit prendre sa part réelle et c'est maintenant. La deuxième chose, c'est qu'on manque du courage politique. Avant, il y avait plein de trains de nuit. C'est dingue, hein? On a tout fermé, comme les petites gares. Alors, moi, je suis très triste qu'en France, on dise petites gares. Quand vous regardez la carte de France, il y a 30 ans, tous les Français habitaient à moins de 10 km d'une gare. Donc, soit on allait en vélo, ou soit on y allait en bus collectif, etc. On a tout fermé. Donc, la relance des gares, ça va être un des grands enjeux, parce que le train, c'est plus de 10 fois moins polluant que prendre un avion. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut relancer les trains de nuit
et les trains en général, parce que c'est plus écolo, et le train de nuit, mais c'est dans l'imaginaire, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Le temps d'une nuit, vous vous retrouvez dans un autre pays. Et donc ça aussi, ça c'est un de mes grands combats. Je rappelle que le train de nuit peut remplacer justement l'ensemble des vols intérieurs entre 600 et 1200 km. Vous vous rendez compte de tous les trains qu'on pourrait prendre et on éviterait ce balai aérien qui ne sert strictement à rien. Et ensuite, je pense qu'il va falloir aussi qu'on découvre de plus en plus les mobilités douces. Ça, c'est un vrai grand combat, que ce soit le vélo, que ce soit… Parce que derrière les vols, il y a toujours l'imaginaire de la question du tourisme. Il ne faut pas oublier qu'on a ouvert la porte à un champion qu'on appelle les low cost. Vous vous rendez compte, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, l'île Marseille, parfois on dit 29 €. Ben, les gens préfèrent prendre l'avion que prendre le train. Donc, la bataille des prix va être un des grands enjeux. Il faut que le train soit confortable, accessible à tout le monde et que tout le monde puisse avoir accès à ce mode de transport. Et c'est un des grands combats que je mène au niveau européen. Il est grand temps que maintenant, l'aviation, ce secteur qui est polluant, il faut le dire, prenne sa part dans la transition écologique. Maintenant, nous n'oublions jamais le volet social. L'ensemble des pilotes, l'ensemble des navigants qui étaient là en première ligne, notamment lors du Covid-19, et heureusement, puisque par exemple, l'ensemble des Français qui étaient à l'autre bout de la France, hop, on les a rapatriés, etc. Maintenant, ce secteur-là, ces salariés, ils ont des savoirs, ils ont des connaissances qu'il va falloir les retransmettre juste dans un autre secteur, que ça peut être la mobilité urbaine durable, que ce soit le train. Il y a plein de belles choses parce que ce sont ces secteurs-là qui vont exploser en termes d'emploi, mais qu'il faut investir maintenant pour les former. Et donc, il faut juste qu'on arrête de perdre du temps. Donc, je dis juste à monsieur Bruno Le Maire, c'est très bien d'arrêter 2-3 lignes, mais ça ne changera pas la donne. Il faut une vision globale, notamment pour que demain, l'aviation prenne sa part et aille vite dans la transition écologique et énergétique, parce que autrement, nos concurrents, eux, ne vont pas nous attendre, hein, je peux vous le dire. Tu parlais au début du fret, effectivement, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis de nombreuses années. La semaine dernière, tu as réuni l'ensemble des opérateurs fret européens. C'était quoi l'objectif et dans quel but en fait? Je me suis rendu compte que partout au niveau européen, le lobby de l'aviation était très fort, mais qu'en face, on n'entendait pas le lobby qui doit être aidé. Quand j'entends que, par exemple, en France, on a des plans de relance pour aider Air France pour 7 milliards d'euros, sans contrepartie, là j'ai un problème, et qu'en même temps on dise à la SNCF, désolé, on ne va pas vous aider. Moi, ce n'est pas mes priorités. Ma priorité, elle est très simple. Le fret ferroviaire, il faut le porter au niveau européen au minimum à 30% d'ici 2030 si on veut atteindre la trajectoire climatique. Ça, c'est la première chose. C'est la raison pour laquelle j'ai eu tous les PDG des entreprises de ferroviaire, mais aussi les gestionnaires d'infrastructures et donc de toute l'Europe. Et vous savez quoi? On est tous d'accord pour dire maintenant, ça suffit. Il faut qu'on relance le fret. C'est un outil incroyable pour notamment le climat, mais aussi pour les emplois d'avenir. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est juste avoir moins de camions sur nos routes. Il y a eu trop de concurrence les uns entre les autres aujourd'hui. Le train, c'est moins polluant, mais en même temps, les routiers, il va falloir qu'ils se transforment, qu'on ait des boîtes sur leurs camions et que ce soit à l'énergie renouvelable notamment, pour justement travailler ça. Et ça va être un des gros objectifs. Maintenant, mon but, il est très simple, c'est que l'Europe a lancé ce qu'on appelle un pacte vert, un Green Deal. Mais vous savez quoi, dans le Green Deal, pour l'instant, c'est un catalogue de bonnes mesures ou de bonnes intentions. Moi, je crois qu'on ne change pas le climat avec des bonnes intentions. Donc, moi, je prends ma part de responsabilité et je veux qu'on agisse. Je crois que le temps est venu à l'action. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai monté cette coordination. Je vais, après, donc ça, c'était au niveau européen, il y aura un appel qui va être lancé demain, comme la tribune que j'ai signée dans l'UMA avec vous, Thomas Porte,
parce que c'est véritablement, ça c'est un secteur d'avenir, ça c'est créateur d'emplois, c'est bon pour la planète et en plus de ça, ça permettra aussi qu'on réfléchisse sur nos relocalisations à l'heure de la mondialisation. Je crois que c'est une très bonne chose. Mais il y a une question qui interpelle sur le fret, parce que nous, en France, on a connu depuis 2006 une ouverture à la concurrence qui a été dramatique pour l'entreprise publique, on est passé de 12 000 cheminots pour faire court à 5 000, et tu parlais du Grenelle de l'environnement, on est aujourd'hui quasiment à moins de 10% de part modale de marchandises transportées par an pareil. Aujourd'hui, on voit pas, comment on peut relancer ce secteur-là si on ne le fait pas dans le cadre du service public? C'est ça qui nous interpelle. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut regarder au niveau européen ce qui a marché. Les Allemands, ils ont libéralisé. Hein. Et vous savez quoi? Les Allemands, ils sont à près de 23% de fret. Alors pourquoi eux, ils réussissent et pas nous? Mais parce qu'il y a eu des choix politiques totalement incohérents, et je peux le dire, un peu débiles en France. Tout l'argent qui allait sur le train, on l'a mis dans des TGV. Ce qui fait qu'au fait, on a deux types de lignes en France. On a un réseau premier, notamment pour nos lignes de passage, etc. Et aussi un deuxième réseau sur notamment le fret de marchandises. Et là, au lieu de dire il faut investir dans les deux, et notamment dans la rénovation du rail pour les marchandises, on a mis tout l'argent parce que, vous savez, on a des élus qui disent « Ah, moi, je veux avoir ma ligne de TGV pour aller plus vite ». Ce qui fait qu'on a versé des milliards d'euros sur le TGV et on a laissé les petites lignes, on a laissé le fret ferroviaire. Maintenant, il faut être responsable, il faut inverser la tendance. Et donc, la tendance, elle est très simple, c'est quels vont être les outils d'investissement pour pouvoir y arriver. Il y a un grand plan de relance qui sera au niveau européen. On nous parle de 2 milliards d'euros. Une part doit aller dans le fret ferroviaire. Si on est plus fort, c'est à l'échelle européenne. Un pays tout seul pour faire son fret, il n'y arrivera pas parce qu'il doit être connecté avec les partenaires transfrontaliers. On peut le faire. Donc, allons-y. La deuxième chose qui, moi, me paraît très intéressante, c'est qu'on ne peut plus attendre la question de l'harmonisation d'une redevance poids lourd. La redevance poids lourd, c'est des investissements. Nous, on n'a pas de redevance poids lourd parce qu'on nous a dit oui, parce qu'il y a des bonnets rouges. Mais c'est parce que ce n'était pas le moment. On avait un moment où, notamment les routiers, vivaient des choses très compliquées. Il faut faire de la pédagogie. Et c'est la raison pour laquelle cette redevance poids lourd, du fait qu'on l'a pas mise, chaque année, on perd 1,2 milliard d'euros, alors que les Allemands en ont une, les Belges en ont une, les Italiens. Donc, quand les autres camions arrivent chez nous, c'est open bar, il n'y a pas de taxe. Mais quand nos camions vont à l'étranger, eux, ils payent une taxe. C'est la raison pour laquelle j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque en tant que présidente, j'ai imposé ce qu'on appelle une redevance poids lourd à l'échelle européenne. Tous les pays vont devoir la mettre en œuvre. Comme ça, on réduit la concurrence. Et deux, on va faire le fléchage. Ce ne sera plus sur le temps. En Allemagne, vous achetez par exemple un ticket pour le mois et vous pouvez circuler comme vous voulez en tant que camionneur. C'est terminé. Maintenant, ce sera sur les kilomètres. C'est-à-dire, on va mettre en place le principe pollueur-payeur. Et ensuite, on va redistribuer à qui doit aller cet argent de la taxe poids lourd, notamment comme le réclame depuis des années le Conseil d'État. Par exemple, une part ira pour le fret, et donc la relance du train, une part ira à la mobilité urbaine durable, une autre part ira quand même à la sécurisation des routes, parce que nous avons des routes parfois très dangereuses, même en France, et nous allons créer un filet de sécurité pour les petites entreprises du routier, parce qu'on ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. Et donc, la taxe poids lourd, elle doit aller dans des infrastructures de transport. Elle ne doit pas aller pour notamment la dette ou pour je ne sais pas quel autre secteur. Il faut qu'elle soit bien fléchée et ça, ce serait dans pas très longtemps. Je sais que le gouvernement français freine des cas de fer. Moi, je ne freine pas des cas de fer parce qu'on n'a pas le temps. Tu parlais aussi des mobilités douces, ça va être une des grandes questions. Moi, j'habite à Paris et on voit aujourd'hui des pistes cyclables temporaires qui sont en train de se généraliser pendant la crise, puisqu'il y a la question des transports et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe ailleurs en Europe, par exemple, est-ce que la France elle est à la hauteur sur sur la question du vélo, tout simplement? La France n'est pas à la hauteur. Si je regarde le chiffre. Allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez là? oui, mais je t'ai perdu l'image.
Hop, pardon. Hop. Voilà, je suis de retour. Alors, la France et le vélo. Il faut un choc culturel en France sur le vélo. La part du vélo, c'est 3% en France. Quand on regarde des autres pays, c'est beaucoup plus. Pourquoi il faut faire un choc? Il nous faut un choc culturel, il faut un big bang culturel. Parce que dans notre imaginaire, nous les Français, lorsqu'on fait du vélo, au fait, c'est pour faire du sport ou c'est c'est pour faire du sport ou c'est pour être dans un loisir. Et on n'a pas considéré justement on n'a pas considéré le vélo comme un moyen de transport. Dans les autres pays, que ce soit dans les pays du Nord, normalement, c'est un véritable moyen de transport. Et donc, il y a un choc culturel à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vélo, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, mais c'est surtout bon pour votre porte-monnaie. Ça, c'est quelque chose. Une voiture, ça vous coûte entre 5 000 et 6 000 euros par mois, par an. Hein. Donc, entre l'essence, la carte grise, les réparations. Le vélo, ben non, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Donc, c'est un gain économique. Et ensuite, le vélo, ça permet aussi un gain de temps qui est extraordinaire. Donc, non, la France n'est pas à la hauteur. Je vois, par exemple, que avec le Covid-19, tant mieux. Plein de villes en France commencent à dire qu'il faut réinstaller des pistes cyclables parce que la distance physique sera bien respectée. C'est une bonne chose, mais il faut investir. Quand je regarde les investissements pour la France, 200 millions, les Britanniques, eux, par exemple, décident pour le vélo, c'est 2 milliards de livres. Vous voyez, ce n'est pas comparable, en fait. Donc, je crois que maintenant, il va falloir concrètement se dire qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons sur le vélo? La France reste à la 12e place des pays européens. Quand je regarde, vous parlez de Paris, mais à Paris, c'est 4,2% des déplacements domicile-travail. C'est pas beaucoup. Même Berlin, c'est minimum 14%. Donc, il faut investir. Des pistes cyclables sécurisées. Les Français ne font pas le vélo parce qu'ils ont peur. Et c'est un peu normal, il y a trop de voitures. Donc, voilà. Donc, parallèlement à la voiture individuelle, on fait plus de covoiturage, on partage et on renforce le vélo et aussi les piétons parce que justement, la place des piétons va être formidable demain parce qu'il faut redécouvrir aussi les villes. Vous savez, la crise du Covid-19 nous a montré aussi quelque chose d'important philosophiquement, c'est qu'on ne regarde plus ce qu'il y a autour de nous. On court tout le temps et pour faire quoi en fait? Métro, boulot, dodo. Et bien ça doit changer et faire en sorte de se réapproprier la ville et de regarder la beauté des villes. Et bien vous pouvez le faire soit en vélo ou soit à pied. C'est très rare de faire du tourisme justement en voiture. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il est grand temps de faire un big bang culturel et de faire en sorte que le vélo prenne sa vraie part. Ma dernière question, elle sera sur celles et ceux qu'on a montré en lumière depuis plusieurs semaines, qu'on a applaudi tous les soirs, que le gouvernement a salué à longueur de discours. Sauf qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple des soignants qui réclamaient des hausses de salaire, on n'en a pas entendu parler depuis le début de la crise. On avait entendu parler des fameuses primes qui ne répondent pas aux objectifs, mais qui sont pour l'instant en stand-by. Hier, on avait une proposition des députés de la République En Marche qui demande aux gens de donner des jours de congé aux soignants, ce qui est surréaliste. Et aujourd'hui, on a le président de la République qui veut faire du 14 juillet une grande fête nationale pour rendre hommage aux soignants. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette communication et ces propositions du gouvernement? La journée du 14 juillet pour les soignants, c'est pas seulement pour les soignants, c'est aussi pour tous ceux qui ont pris des risques. Les caissières qui sont en majorité des femmes et les caissiers, les enseignants qui ont mouillé la chemise, parce que je sais que c'est pas facile. Il y a eu énormément les routiers aussi. Il y a aussi le personnel sur le secteur maritime. Il y a eu plein de belles personnes qui ont aidé aussi des réfugiés. Il y a plein de belles personnes qui ont aidé des sans-abri. Vous voyez, il y a plein de belles choses en France. Et elles ne méritent pas seulement un 14 juillet, elles méritent tous les jours qu'on leur dise merci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que cette crise nous amène à réfléchir sur les investissements. Notre bien commun, c'est notre santé. Sans santé, on ne peut rien faire. Donc, payons à la hauteur réellement, notamment notre personnel soignant, comme nos enseignants, comme tous ceux qui sont dans des situations précaires. Je pense, par exemple, aux agents d'entretien qui nettoient les transports en commun.
qui sont payés 2 francs 6 sous et qui malheureusement ne sont pas assez reconnus. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il est temps que les invisibles deviennent visibles. Voilà, ce sera mon dernier mot. Et c'est pour eux qu'il faut qu'on se batte, pour qu'ils deviennent majoritaires dans notre société, parce que notre société, eh ben, elle doit être égalitaire et être reconnue. Voilà. Mais merci Karima pour nous avoir accordé ce moment. On se Merci à vous. retrouvera rapidement pour reparler de fret ferroviaire, j'en suis persuadé. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci.